bienvenue dans un nouveau vlog lecture. J'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog dans ma petite forêt, chère à mon cœur. Il fait très beau, c'est très agréable. Voilà, je bouquine et je me balade et je me suis dit, je vais ouvrir alors en croisant les doigts pour croiser personne. Parce que les gens vont se dire, oh c'est bizarre, mais il n'y a personne derrière et devant non plus. Alors, je viens de faire le montage du précédent vlog et c'est marrant parce que je ne m'autorise jamais à ouvrir un vlog tant que le montage du précédent n'est pas terminé. Alors, il n'est pas publié, tout ça, mais c'est fini. Mon histoire des derniers livres est terminée. Je peux vous parler des nouveaux. Voilà. Alors, j'ai pas de livre lu pour le moment à vous partager, mais je peux vous dire ce que je suis en train de lire. Donc, celui que j'ai emmené en balade, c'est celui-ci. 6h41 de Jean-Philippe Blondel. Dans la catégorie ça passe ou ça casse. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets le petit i ici. C'est une sélection de bouquins que j'ai mis de côté, qui ne sont pas dans ma pile à lire, parce que je suis pas certaine que ça me plaise. La plupart, je les ai trouvés en boîte à livres. Je ne les connaissais pas, ou je les connaissais mais je n'étais pas sûre que ça allait me plaire. Bref, c'est cette sélection-là. Et donc là, j'ai sorti celui-ci. Je crois qu'il est dans mon challenge des éditions du Seuil. Parce qu'il y a des chiffres dans le titre. Voilà. Et bien écoutez, je pense que ça passe. Puisque j'ai pas encore lu la moitié, mais on s'en approche. Donc celui-ci, ça passe. Celui de février. En février, je m'en suis mis 2. Je vous montrerai le prochain, je crois plutôt dans le 7 jours, 7 livres. Ensuite, je lis également Le temps d'après de Jane Egland, que j'ai reçu en service presse des éditions Gallmeister, que je remercie à nouveau. Voilà, donc j'ai dû lire 100 pages à peu près. Je suis à nouveau dedans et je viendrai vous en parler, l'idée étant de le finir sur cette vidéo, ainsi que celui-ci. Et ainsi que... qu'est-ce que je voudrais finir ? Ah oui, peut-être finir Voyage au bout de la nuit sur cette vidéo de Louis-Ferdinand Céline. Ben, je sais pas si je vais y arriver. J'aimerais bien essayer de le finir avant le 7 jours 7 livres, ce serait cool. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein, parce que rien n'est grave hein, sur les plaisirs, sur les loisirs. Mais bon, j'aimerais bien essayer. D'ailleurs, il faut que je lise ma partie cet après-midi. Mais c'est faisable parce que là, je suis toute seule. Vous remarquerez, normalement, je suis avec mes garçons. Mais là, ils sont pas là, ils sont chez mon beau-père. Ils reviennent mercredi avant de repartir vendredi pour des vacances au ski. Sans moi, ils vont m'abandonner. Mais je vais essayer de profiter de ce répit pour me reposer. Prendre soin de moi, voilà. C'est un peu genre ma parenthèse. Alors parfois un peu longue quand même parce que d'un moment tout seul, j'aime bien être toute seule, mais parce que je sais que le soir ou l'après-midi, fin de journée, je retrouve mes garçons. Et là, je vais être toute seule. C'est pas vrai parce que je vais aller déjeuner avec des copines. Il y a des copines qui vont venir déjeuner, donc non, je vais pas être vraiment seule. Mais voilà, je vais essayer de profiter de ce temps-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On va commencer le manuscrit inachevé de Franck Tillier demain en audio. Voilà. Et en graphique, j'ai commencé le tome 2 de SNK. L'atelier, n'importe quoi. L'attaque des titans. Voilà, donc je l'ai commencé ce matin. Je vous ai mis quelques images. Et il va me falloir un petit peu de temps parce que c'est l'édition colossale. Donc c'est un peu costaud. Et voilà. Donc... je vais profiter de ma petite balade et je viendrai vous parler de tout ça dans des prochaines séquences. Allez, bye bye! Alors, on est mardi, fin de journée. Je voulais vous parler de 2 livres que j'ai finis dans le cadre de cette vidéo vlog. Je suis désolée, je bourgeonne. Je suis un peu en avance sur le printemps. Voilà, c'est comme ça.
J'ai lu 6h41 de Jean-Philippe Blondel chez Bucher-Chastel, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, c'est ce que je vous disais. Et il était dans ma catégorie ça passe ou ça casse. Alors à votre avis? Oui, moi je vais vous dire tout de suite, ça passe. Ça passe, je l'ai lu et j'ai même bien aimé. J'ai coché des petites pages, bah oui. Alors l'histoire est une histoire assez simple, puisque on est dans le train qui part de Troyes le lundi matin pour arriver à Paris. Et deux personnes vont se retrouver assises l'une à côté de l'autre, qui ne s'étaient pas vues depuis 20 ans. Et 20 ans, oui, à peu près. Un peu plus que ça même, 30 ans. Et qui ont eu une histoire d'amour assez courte. Et ils vont s'asseoir l'un à côté de l'autre. Et sans se parler au départ, ça va faire remonter plein de souvenirs. Donc c'est un récit qui est écrit à deux voix. Chaque chapitre est la voix de l'homme ou de la femme. J'ai trouvé que c'était un récit assez intimiste, assez bien ficelé, j'avoue. J'ai trouvé que c'était assez beau, une belle histoire d'amour, une belle histoire de vie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans pour l'un comme pour l'autre? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que leurs tempéraments de départ se sont avérés toujours être les mêmes? Est-ce que le fait qu'ils se soient séparés quand ils étaient jeunes, dans certaines conditions, est quelque chose qu'ils ont regretté? Voilà, j'ai trouvé que c'était assez touchant, assez réaliste, bien que après j'ai trouvé, quand ils parlaient de leur famille, que leur point de vue sur leur famille était assez désespérant. Mais bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se posent des questions, on va dire, sur leur vie de couple, leur vie, etc. Voilà, puisque chacun a des enfants, lui est divorcé et ça se passe pas bien avec... Enfin, c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que sa femme s'est remariée avec un homme et que leurs enfants habitent chez la mère et que le beau-père prend presque toute la place du père. Et de l'autre côté, la femme, elle est mariée, mais ses enfants, ça se passe pas super bien non plus. Ils s'en fichent un peu d'elle. Et son mari, un petit peu aussi. Par contre, c'est une working girl. Voilà. Et lui est plutôt désespéré, on va dire. Il a un peu abandonné, vous voyez, dans une situation de vie où il abandonne un peu tout. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette parce qu'on était dans la tête de l'un et de l'autre dans cette situation assez étrange qui pourrait nous arriver, aux uns et aux autres. Et voilà, j'ai trouvé ça assez chouette. Je vais vous lire quelques passages que j'ai cochés. Personne ne nous a jamais prévenu que la vie c'était long. Que les slogans faciles qui font battre le cœur, les vivre vite, les mourir tôt, tout ça, c'était des balivernes. Personne ne nous a dit non plus que le plus dur, ce n'était pas les ruptures, mais la déliquescence, le délitement des relations, des êtres, des goûts, des corps, de l'envie, jusqu'à une sorte de marécage où il est impossible de savoir ce que l'on aime et ce que l'on déteste. Voilà, donc ça c'est l'homme qui parle, donc c'est pour ça que c'est assez déprimant. Ici... C'est encore lui. Le verbe avoir. Il est gênant celui-là. Ce n'est pas un verbe qui m'est familier. Plus le temps passe et plus je perds. Plus je perds et plus je suis libre. Plus je suis libre et moins j'ai envie de l'être. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette liberté? Je vous en dis pas plus parce que la phrase d'après spoil. J'ai coché parce que c'était une expression en anglais que je connaissais pas, qui est Every cloud has a silver lining. Et en fait, ça veut dire à quelque chose malheur est bon, ou après plus le beau temps, etc. Je trouvais que c'était intéressant. Donc ce livre, je vais le garder dans ma bibliothèque. Et Jean-Philippe Blondel, je vais lire autre chose. Il a sorti en 2024 ce livre, je ne me souviens plus du titre là, donc c'est pour ça que je vous mets la petite vignette. Et je vais voir s'ils l'ont à la bibliothèque ou ailleurs, parce que j'ai envie de le lire. Et j'ai fini de lire, feuilleter, apprendre autour du livre avec Michel Melot. Alors, j'ai trouvé... globalement que c'était intéressant, tout ne m'a pas intéressé. J'ai pris des notes sur certaines
certaines parties, il y a un côté historique très très approfondi qui est très intéressant, mais qui m'est passé un peu au-dessus, j'avoue. C'était quand même chouette, et surtout, j'ai pas particulièrement apprécié les photos. Donc, j'ai pas été touchée par toute la grande... Enfin, on va dire, il y a 30% du texte qui a retenu mon attention, et le reste, non. Il revenait souvent sur le côté... comment dire, ésotérique ou religieux du premier livre, entre guillemets, toujours en se rapportant à ça, alors que moi j'aurais voulu qu'il analyse un peu plus le livre dans son évolution, ce qu'il fait quand même, hein, mais pas assez à mon goût. Et voilà, après on parle de l'édition, on parle de plein de choses super intéressantes. J'ai noté pas mal de choses, donc j'ai appris des choses. Mais c'est pas l'essai qui m'a le plus passionné, on va dire. Je vais pas vous en parler plus que ça, parce que je préfère vous parler de choses qui me passionnent, plutôt que non. Mais quand même, si vous voulez apprendre des choses sur le livre et son histoire, c'est une bonne publication. Voilà, ben là je vais retourner à mes 2 bouquins, puisque je suis presque sur la fin du temps d'après. Et j'ai ouvert le second tome d'Agatha Raisin. Je me dis, oh là, ça va pas me plaire et tout. En fait, c'est trop fun, Agatha Raisin. Ça me plaît bien, donc je vais continuer. C'est assez léger, là, c'est ce qu'il me faut. Donc, je vais continuer. Je viendrai vous parler de tout ça plus tard. Et on se retrouve dans un prochain rush. Alors bon, du coup on est vendredi, il y a eu un petit trou parce que dans la maison il y a les garçons qui sont revenus des vacances de chez mon beau-père. Ensuite ils ont commencé à préparer toutes les affaires pour partir au ski et la maison était en effervescence et donc je n'ai pas pu filmer à ce moment-là. Bon, c'est pas grave, on est vendredi, je viens terminer cette vidéo puisque demain en fait je commence un 7 jours 7 livres. Trop contente, voilà. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Le cadre est... Je suis un peu basse, ça m'énerve. Attendez, mais je trouve... Si je mets un coussin sous mes fesses, je vais me tenir un peu droite. Alors, là, je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu, de ce que je suis encore en train de lire. Je vais nettoyer mes lunettes. Et on va aussi piocher le mot pour le mois de mars, puisqu'on est le 21 au moment où je filme cette conclusion de vlog. Alors, on va commencer par ce que j'ai lu. J'ai lu pas mal de choses, puisque j'ai lu tout ça. Alors, c'est parti, comme ça vient. J'ai fini le tome 2 de Agatha Raisin, Enquête, Remède de cheval, de MC Beaton, chez Albert Michel. Je l'avais depuis super longtemps, je crois que 2021, dans ma pile à lire. Et je l'ai lu, oui! Et vous savez quoi, j'ai bien aimé, c'était sympa. Alors, j'ai bien aimé. On va dire que j'aime toujours ce que j'aime, c'est pas l'enquête, j'en ai rien à faire de l'enquête. D'ailleurs, ça me gave un peu. Dans les histoires de Agatha Raisin, je trouve pas que ce soit le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est notre Agatha Raisin, parce que ce que j'aime, c'est qu'elle a un côté un peu ridicule, qu'elle est amourachée, elle s'est amourachée de son voisin, qui, lui, n'a pas l'air du tout intéressé par elle. Donc, pour la petite histoire, elle habitait à Londres, elle avait comment on dit, une société à son nom dans laquelle elle faisait des enquêtes. Et elle a décidé de tout plaquer, puisqu'elle avait un peu d'argent de côté, vers la cinquantaine, pour aller couler des jours paisibles dans le Cotswold, c'est ça, son cottage de Carsley. Voilà.
Et en fait, très vite, elle déchante parce que ça correspond pas du tout à son mode de vie. C'est ça qui est très très rigolo. Elle est en complet décalage. Elle a du mal à supporter les groupes de femmes qui se font dans le village, les ragots, etc. Mais en même temps, elle a ses propres opinions qui sont très tranchées sur les gens. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un mort. Et là, celui qui va mourir dans cette enquête, c'est un gars qu'elle lorgnait en fait, parce qu'elle se rend bien compte que son voisin, dont elle s'est amourachée, qui est un auteur, mais genre un auteur qui n'arrive pas à écrire, j'adore, en fait, il s'en fout d'elle, et au contraire, il la fuit un peu. Enfin, il la fuit, mais en même temps, il trouve que c'est assez intéressant de passer du temps avec elle. On sent qu'il y a un truc entre les deux qui, voilà, il aime pas trop, enfin voilà, il l'aime pas trop, mais il aime bien. Elle craque pour lui, mais elle sait pas bien s'y prendre, donc c'est rigolo. Et en fait, à un moment, elle en a marre, et elle dit, bon, bah, je vais peut-être plutôt jeter mon grappin sur le nouveau vétérinaire qui est arrivé. Et malheureusement, ce nouveau vétérinaire, qui est aussi haut en couleur, va se faire tuer en pleine séance de soins d'un cheval. Et il va se prendre une dose de produit qui, en fait, peut tuer un cheval. Concrètement. Et donc, elle va mettre le nez dedans, quoi. Elle va être le nez dedans en compagnie de son voisin l'écrivain. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est marrant, c'est ça. Après, l'enquête, en soi, c'est un peu long pour moi. Mais bon, ça peut plaire. Donc voilà, c'est du cozy mystery à fond. Je trouve que dans le genre, c'est pas mal fait. En même temps, qu'est-ce que j'ai lu d'autre en cozy mystery ? Rien. Voilà, donc écoutez, je l'avais trouvé en promo, je crois, sur un Vinted. Si je tombe sur le tome 3, je le prendrai aussi, mais il faut qu'il soit pas cher parce que voilà. On est allé chez Gibert là avec mes garçons hier et j'ai regardé sur le promontoire là pour... non, ça s'appelle pas comme ça. Comment ça s'appelle ? Vous savez les... Comment ça s'appelle ? Les trucs qui tournent là, avec des livres... une tige comme ça, avec des trucs qui tournent. Hein, ça a un nom. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Et il y avait les tomes 30, 40, parce que combien il y a de tomes, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup trop. Mais en même temps, les gens qui adorent Agatha Raisin prennent plaisir à la retrouver, parce qu'effectivement, c'est elle qui fait tout. C'est son personnage qui fait tout le roman, et on sent que l'autrice s'est bien amusée, cette autrice écossaise, hein, si je dis pas de bêtises, elle s'est bien amusée avec. Donc, je vous conseille quand même, on passe un moment de lecture léger et sympathique. C'est fort agréable. Et oui, j'ai lu le second tome de cette histoire qui m'avait été envoyée dans cette jolie présentation de Gallmeister pour les 20 ans après. Elle a écrit la suite de Dans la forêt que j'ai relu avec grand plaisir. Vraiment, c'est... alors, je pense que j'ai pris bien moins de plaisir que la première fois que je l'ai même... J'ai même pas lu la première fois, je l'ai écouté. Mais quel plaisir de retrouver l'histoire, en fait, parce qu'il y avait des petites choses qui m'avaient... que j'avais oubliées. J'ai dû le lire, je sais pas, en 2020 ou quelque chose comme ça. Et ouais, j'étais très contente de relire cette première partie qui est consacrée à nos deux sœurs, Eva et Nell, qui se retrouvent toutes seules. En fait, on est dans un monde, on est en pleine, pas apocalypse, mais il y a eu, les hommes se sont fait décimer, il y a eu un cataclysme environnemental, et en fait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, le pouvoir en place a été destitué, il y a eu un coup d'état, et en fait, les deux sœurs, elles sont isolées par leurs parents bien avant que ça se passe, un peu comme s'ils avaient senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien se passer. Et donc ils vivent tous les quatre, et puis en fait la maman décède, puis le papa se retrouve avec ses deux filles, il va aussi lui décéder dans le tome 1, enfin en tout cas les deux filles. Nell nous raconte comment est-ce qu'il les a rapidement quittées, et qu'ensuite ils se sont rapidement trouvés sans essence, et le seul moment où elles retournent en ville, elles se rendent compte que déjà c'est la catastrophe, parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus d'essence, et il semble que ce soit l'anarchie totale. Et donc elles vont pas aller aller voir ce qui se passe à côté, elles vont retourner chez elles et elles vont tenter de survivre. En fait, c'est vraiment ça. Et rapidement, Nell, qui est assez débrouillarde, va s'appuyer sur tout ce qu'elle peut lire dans la maison familiale
pour découvrir ce qu'il y a autour d'elle, faire des cultures, aller dans la forêt, découvrir des espèces, etc. Elle va vraiment renouer avec le côté naturel de la forêt, puisqu'elle vit à côté d'une forêt, jusqu'à... Enfin, je ne vais pas vous raconter, parce que lisez dans la forêt, si vous ne l'avez pas lu, c'est assez splendide. Et puis, il y a toute la relation entre les deux sœurs, qui sont vraiment très différentes, mais qui se complètent, qui représentent la vie, la jeunesse, parce qu'elles sont très jeunes, hein, je dirais, entre, je sais pas, 17 ans, 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Elles ont peu d'écart. Mais voilà, et puis il va y avoir... des choses qui vont se passer assez... En fait, ce qui est assez impressionnant dans ce roman, je trouve, et qui m'avait... qui du coup avait suscité mon intérêt pour ce genre d'histoire, et qui m'avait redonné envie de lire ce genre d'histoire, c'est que potentiellement ça pourrait nous arriver, quoi. Et c'est flippant, mais en même temps, il y a vraiment des messages d'espoir très forts, justement, avec un message écologique derrière. Donc moi, ça m'avait vraiment... C'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Donc j'avais trouvé que c'était bien fait. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est la simplicité de l'écriture de Jane Egland. C'est un de ses premiers romans. Après, elle a écrit d'autres choses que j'ai lues. J'en ai lu certains. J'en ai qui sont aussi dans ma pile à lire. Parce que regardez, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Et j'aimerais bien le lire. J'ai aussi Apaiser nos tempêtes. Celui-ci, je l'ai lu. Je l'ai même écouté en audio. Mais celui-ci, j'aimerais le lire. Pas l'écouter. C'est un cadeau d'ailleurs, je crois que Sylvette m'avait fait et j'ai très envie de lire. Et puis voilà, une fois que j'avais relu dans la forêt, je me suis dit, allez, c'est le moment de lire la suite. Alors la suite, le problème c'est que ça va être très difficile de vous en parler parce que rien que vous dire qui est le narrateur va vous spoiler le premier. Donc je peux pas trop. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on reste dans le même genre d'histoire. On est 15 ans après la fin du premier. Donc, un peu la même génération, enfin le même temps passé que le moment où elle a écrit. Ce qui est intéressant là, à l'intérieur de ce coffret, je l'ai gardé parce que je voulais vous montrer. Il y a une interview de Jane Egland qui raconte un petit peu comment est-ce qu'elle a abordé en fait cette nouvelle écriture. Est-ce que déjà, parce qu'en fait on l'a tannée hein, pour écrire la suite. Et elle explique que quand elle a écrit dans la forêt, il y avait moins la crise écologique était moins dans les propos de tous les jours, était moins un sujet d'actualité, ce qui fait que là, dans ce texte-là, par exemple, on va parler énormément de la sécheresse et de ce qui se passe, des modifications climatiques qu'il y a réellement dans le monde. Donc vraiment, ça pourrait être dans 20 ans, dans 30 ans, quoi. C'est ce qui se passe là, il y a toujours ce côté... alors, j'allais dire survivaliste, mais ça fait un peu peur. Mais en fait, ça fait peur. Hein. Concrètement, on n'est pas à l'aise parce qu'on se dit que nous, on ferait comment en fait? Face à toutes les situations que connaissent nos protagonistes dans cette histoire, comment on ferait nous? Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, moi, ça suscite des discussions parce que je parle souvent de ce que je lis. Ça suscite des discussions. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Est-ce que tu serais capable d'aller pêcher, d'aller chasser, de te renseigner, de faire des cultures, par exemple, de faire de la farine de gland? Voilà. Est-ce que tu serais capable de faire ça, toi? Du coup, là, elle en fait. Enfin, ils en font. Elles en font. Elles et ils en font. Je ne veux pas vous dire quoi que ce soit. Et il y a un côté aussi... Il y a un truc super intéressant là-dedans, c'est le conflit des générations. Je vous en dis pas plus, mais elle aborde le problème de qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants quand la crise climatique sera vraiment présente et que nous n'aurons rien fait pour l'empêcher. Et ça, c'est un sujet qui est super important. Est-ce qu'on est coupable là aujourd'hui de ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. Alors, bien entendu, on n'aura peut-être pas ce qui va se passer là, hein, on est d'accord? J'espère pas. Mais nos modes de vie devraient peut-être changer maintenant. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sujet dont on parle souvent, et moi, j'en ai conscience, etc. Donc,
j'essaie d'éveiller mes enfants à ça. Je pense que d'ailleurs, ils ont conscience de certaines choses. J'aimerais que, par exemple, Joseph, je pense qu'il serait capable de lire dans la forêt. J'aimerais bien qu'il le lise, juste parce que lui, je sais que potentiellement, il peut lire. Le problème, c'est qu'il y a toutes les lectures de l'école et que, pour le moment, il doit lire La Nuit des Temps de, de Barjavel et que il n'aura pas le temps de lire dans la forêt. Alors, peut-être cet été, je vais essayer de lui mettre dans les mains parce que ça se lit très vite. Hein. C'est vraiment un roman qui se lit très vite. C'est écrit gros. Alors cette réédition est très belle, franchement les illustrations sont chouettes, voilà, c'est pas grave, j'ai pas le nom de l'illustratrice, mais voilà, donc moi j'ai aimé, alors il y a un parti pris linguistique dans ce texte dont je peux pas vous parler, qu'elle explique largement à la fin. Au début j'ai un peu tiqué, mais petit à petit je me suis rendu compte que c'était vraiment un parti pris de sa part et j'ai aimé comprendre, en fait je me suis habituée et ensuite en fait elle va parler d'évolution du langage, le fait qu'on sorte du système scolaire etc, qu'on retrouve, qu'on apprenne à vivre autrement. Le langage va évoluer aussi avec les années et c'est quand même un sujet super intéressant qui est central dedans, voilà, ça m'a bien plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est que le rythme de vie des personnages qui sont dans cette histoire-là est vraiment à nouveau un rythme de vie par rapport à la nature, c'est-à-dire que c'est vraiment les solstices, etc. Les fêtes ne sont plus des fêtes religieuses, puisqu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de représentation d'idéal, etc. C'est vraiment un retour à ce qu'il y a de plus naturel, de plus simple. Et du coup, c'est le soleil, la pluie, le vent, tout ça. Et il y a des descriptions à nouveau très belles de nature writing, ce qu'on appelle le nature writing, sur qu'est-ce qu'elle fait, la forêt, de quoi elle me parle. Et d'ailleurs, elle explique qu'il y a les inhalants et les exhalants. Et donc ça, c'est vraiment les... Elle parle en fait des comment ça s'appelle, les exhalants, si je dis pas de bêtises, ce sont les arbres et les inhalants, ce sont les animaux ou nous-mêmes en fait, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, c'est super intéressant de changer ces partis pris linguistiques. Moi, je trouve ça en fait passionnant dans cette histoire. Alors, j'ai un tout petit peu moins aimé, je vais vous dire pourquoi. J'ai un tout petit peu moins aimé que dans la forêt. Pourquoi? Parce que il se passe énormément de choses, mais sur les 60 dernières pages. Et moi, je suis restée totalement sur ma faim. J'avais tellement envie qu'elle m'en dise plus. J'ai trouvé que ça prenait du temps à venir. En même temps, je pense qu'elle voulait vraiment expliquer le contexte de comment est-ce qu'ils vivent 20 ans après ce cataclysme. Et comment est-ce qu'ils survivent? Est-ce que c'est une vie qui est dure? Est-ce que c'est une vie où le bonheur est présent, etc. Donc ça, c'était quand même intéressant. Mais on sent qu'il y a une suite qui arrive. Donc moi qui pense que c'était une duologie, à mon avis, non. Et d'ailleurs, dans cette interview, elle écrit à la fin « Actuellement, je me trouve dans ce que j'aime appeler le milieu infini d'un autre roman qui se déroule également dans le monde post-effondrement de... » Bip, je vous dis pas le nom. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, soit elle écrit la suite avec un des personnages qui est dans ce texte, soit elle écrit toujours dans le même monde avec d'autres personnages. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas terminé. Mais pour notre plus grand plaisir. Mais bon, en même temps, j'espère qu'il y aura la suite de cette histoire-là. Vraiment, que ce sera la suite avec ce personnage. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Jenny Gland, faites ça pour moi. En tout cas, j'ai adoré. Je remercie beaucoup les éditions Gallmeister pour la confiance renouvelée. Voilà, j'ai vraiment adoré lire la suite. C'était un beau retour, en plus sur un peu mon parcours de lectrice, parce que je vous dis, Dans la forêt de Jenny Gland marque vraiment une transition dans mon parcours de lectrice, puisque ça m'a à nouveau donné envie de lire, quoi. De lire, de dévorer des livres. J'ai dévoré ce livre. Je l'ai écouté, hein, mais j'avais qu'une envie, c'était de le lire. Et je l'ai fait cette année, de le relire. Et quel plaisir. Et vraiment, c'est pas non plus... Alors, faut pas vous attendre à quelque chose de formidable d'un point de vue langue. Mais ce qui est génial, c'est l'histoire là-dedans. Tout ce qu'elle relève. Et je trouve qu'elle le fait extrêmement bien et de façon assez humble, sans en faire trop, sans nous donner des détails techniques sur ce qui se passe. C'est vraiment très humain. Voilà, c'est ça en fait, je pense, qui m'a plu, c'est que c'est très humain.
Et du coup, forcément, on s'identifie au personnage. Et moi, ça m'a vraiment plu. Voilà, donc je peux que vous conseiller. Et lisez la suite parce que c'est tout aussi bien dans le genre. Voilà, je peux pas en dire plus. Et après, il y a des graphiques. Alors, j'ai lu le second tome de SNK, L'attaque des titans, le tome 2 dans l'édition colossale. Je sais pas combien il fait de pages, mais il doit faire 400 pages à peu près. De Hajime Isayama. On est chez Pika Édition. Bah écoutez, c'était tout aussi bien que le tome 1. J'ai beaucoup aimé. Oh là là, les dessins. Mais les dessins, moi j'aime bien. Alors il y a un truc qui me choque un peu dans les dessins, je vous le dis tout de suite. C'est que je trouve que les personnages ont l'air un peu raides. Ils sont tous très maigres, très droits, un peu comme des bâtons. C'est un parti pris de dessin, hein, mais je vous montre quand même. Voilà. Les titans, c'est eux. Vous voyez? Et alors les titans, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas d'appareil digestif, etc. Mais ils dévorent les humains, mais après ils les recrachent. Donc c'est juste, ils sont arrivés dans le monde des humains et ils ont tout défoncé. Et on ne sait pas qui ils sont. Par contre, on se rend bien compte que dans les titans, il y a différentes... comment on dit? Il y a une structure, en fait. Il y a différents types de titans. Je vais y arriver. Donc, tu as le titan tout simple. Ceux-là, là, ça, c'est des titans tout simples. Et des fois, ils sont disproportionnés, vous voyez. Ils ont des grosses têtes ou tout ça. Ils sont très grands, immenses, tout ça, mais en fait, ils sont particulièrement légers. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne qui va les analyser, qui va en capturer quelques-uns, qui va pouvoir les analyser. Ils n'ont qu'une envie, c'est de dévorer les humains, c'est leur grand bonheur. Ils ne ressentent pas la douleur, etc. Et ils ont une zone très très sensible qui permet de les tuer, c'est sur la nuque. Ensuite, on a le titan colossal. Celui-là, c'est celui qui défonce tout et qui fait les entrées. Par exemple, eux, ils habitent en fait dans une cité qui est entourée de plusieurs murs pour pouvoir se protéger justement des titans. Et le titan colossal, lui, c'est lui qui défonce tout. Il faut absolument réussir à le tuer, quoi, parce que sinon, c'est problématique. Et ensuite, on a une autre espèce de titan qui semble intelligente, voire qui peut parler. Et là, on commence à en rencontrer quelques-uns et on se pose des questions. On se pose des questions, on se demande si ce serait pas comme notre héros principal qui s'appelle Eren. Je vais vous montrer quand même Eren, parce que c'est quand même notre héros. C'est lui. C'est lui. Il a l'air de rien, hein. Il est plutôt sympathique et il est assez humble. Il se la ramène pas. Mais vous voyez, ce que je reproche parfois dans le dessin, je trouve que c'est ils sont très droits, un peu comme des bâtons. Et ça, je trouve ça bizarre. Ils ont une certaine rigidité, vous voyez. Bref. Et Eren, lui, il a la capacité de rentrer dans le corps d'un titan. Et du coup, de se battre avec d'autres titans. Et donc Eren, notre personnage principal, là il va subir un jugement, savoir si est-ce qu'il est dangereux pour les hommes ou non. Et ensuite, forcément, vous imaginez que comme il y a une suite, on va exploiter ce sujet-là. Et puis on a différentes castes aussi de personnes. Il y a des personnes qui sont qui restent à l'arrière, qui ne vont pas se battre. Il y a ceux qui défendent les murs. Et puis il y en a qui sortent des murs pour aller comprendre ce qui se passe. Voilà. Et par exemple, les titans qui sont dangereux, lui c'en est un là. J'adore ce dessin, je trouve. Je l'ai coché parce que je voulais vous le montrer, je le trouve assez impressionnant. Et ce personnage, ce titan là, par exemple, ce titan qui est là, on pense qu'il aurait pu tuer. Alors celui-là, j'adore ce personnage là qui est assez faible physiquement, mais qui est très intelligent, qui est un ami de Eren. Et en fait, on pensait qu'il allait se faire tuer, mais en fait, il va pas se faire tuer, parce que le titan décide de l'épargner. Pourquoi? Voilà. En tout cas, je vais lire la suite, on en a 4. D'ailleurs, je l'ai sorti, le 3e, il est là, et je vais le lire prochainement. C'est vraiment très très bien, hein. C'est du shonen, mais il n'y a quand même pas trop de bastons. Enfin, en tout cas, les bastons, ils sont trop beaux parce que c'est toute une chorégraphie. Et puis les titans, il y a le côté un peu horrifique. On se demande ce qui se passe, qui ils sont. Et moi, j'ai très envie de savoir la fin de l'histoire. C'est vraiment très très bien.
J'ai lu cette trilogie, alors j'étais pas sûre au départ, je l'avais prise pour les garçons, et puis finalement je l'ai lu, c'est eux ils l'ont pas lu, ils n'avaient pas envie. Donc ça s'appelle Rose, c'est une BD de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre, édité chez Dupuis. C'est l'histoire de cette, alors je vais vous montrer peut-être la première, c'est l'histoire de Rose, hein, qui est cette jeune fille qui a la faculté de se dédoubler, c'est-à-dire qu'elle elle va se mettre, par exemple, elle va s'asseoir sur une chaise, elle va décider d'abandonner son corps sur la chaise et en fait, elle sort de son corps pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Elle a cette faculté-là. Un jour, son père, en fait, décède et elle retourne dans la maison de son père et elle va se rendre compte qu'elle peut voir 3 fantômes qui sont dans la maison, qui ont été tués sur place et qui vont lui raconter des choses sur son père qui vont l'intriguer. Et donc, elle va mener une enquête. C'est un peu policier, on va dire. C'est plutôt jeunesse. Alors moi, j'ai trouvé ça moyen. Le premier tome était plutôt intéressant parce que on se demandait qui elle était, pourquoi elle avait cette faculté. Personne ne la comprend, elle en a parlé à ses parents, mais personne ne la croit. Elle a vu des psys, etc. Personne ne la croit. Et en fait, elle se retrouve face à ça. Et du coup, elle n'est pas bien dans ses baskets, Rose. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'elle va pouvoir quand même essayer de comprendre qui elle est. Et voilà, donc le côté introductif m'a bien plu. Après, l'évolution de l'histoire... c'était un petit peu tarabiscoté et l'enquête elle est pas géniale. Enfin moi après pour que ça me plaise faut aller un peu plus loin. Bon après je pense que pour une trilogie jeunesse c'est sympa parce que c'est une première ébauche d'enquête policière entre guillemets où le gentil finalement n'est pas forcément si gentil que ça. Voilà, double personnalité, etc. Non, c'est pas mal, mais moi j'ai trouvé que c'était moyen. Bon, il y avait un truc aussi un peu sur le côté un peu sorcière, avec les... Il y a un côté fantastique, mais voilà, c'est pareil, les dessins m'ont pas non plus... ça, c'est les trois fantômes qu'elle rencontre, qui sont plutôt sympathiques, qui veulent l'aider et qui voudraient fuir ces murs. Bon, oui, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas exceptionnel, et je pense pas que je vais m'en souvenir longtemps, vous voyez. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai lu La colère de Banshee de Jean-François Chabat, illustré par David Sala. C'est bien pour David Sala que je l'ai acheté. C'est un album jeunesse qui est édité chez Casterman. Je l'ai acheté en occasion sur Momox. Et cet album, Banshee, c'est elle. Et Banshee, quand même, c'est intéressant. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. En Irlande, pays des enchantements, la Banshee est la plus puissante des fées, la reine des magies, des malédictions, de toutes les merveilles. Aucun homme, pas même un druide, ne peut lutter contre ses pouvoirs. Et effectivement, c'est l'histoire de cette petite fille qui est représentée sous les traits de Banshee et qui en fait est en colère. Elle est en colère, du coup elle va déchaîner pas mal d'éléments naturels, mais je vous montre juste, voilà, je vous montre juste quelques planches, pas beaucoup parce que l'album est très court, mais je voudrais vous donner envie juste de le feuilleter parce que c'est splendide. Et c'est assez... Alors, on comprend pas trop qui elle est, effectivement c'est intéressant de voir qui elle est d'un point de vue mythologie, mais c'est un album qui est destiné aussi à la jeunesse pour comprendre que quand on est en colère, en fait, il y a des répercussions sur tout ce qui se passe autour de nous par rapport à cette colère. Et je trouve que c'est intéressant pour les enfants, je trouve que c'est bien amené, c'est une histoire qui peut être amenée. Je vous montre les dessins de David Sala et cette mise en couleur de dorure est splendide, c'est splendide, vraiment. Donc bon, c'est pas... J'en suis pas la destinataire, ça va aller dans la chambre des garçons et je le ferai lire à Lucien qui peut encore lire ce genre de choses. Je le ferai découvrir parce que les dessins sont splendides. Et c'est plus un objet décoratif qu'autre chose. Je pense que si j'avais cette illustration, je serais capable, vous voyez, de la mettre chez moi parce que je trouve ça vraiment très très beau. Avec le trait si particulier de David Sala qui est à la fois inquiétant et splendide. Voilà, donc très beau. Bon alors sinon, je lis toujours... Ce que je n'ai pas terminé, mais qui est sur la fin, c'est Voyage au bout de la nuit, puisqu'il me reste 3 jours de lecture, dont aujourd'hui, je devrais le terminer dimanche.
c'est un beau bébé. J'ai commencé La Fêlure hier en lisant une nouvelle qui s'appelle Comment vivre avec 36 000 $ par an et qui est une nouvelle autobiographique. Alors je ne sais pas si ce sera le cas pour la suite. Il y a une grande préface que je n'ai pas lue parce que j'aime pas trop lire les préfaces avant de lire. Ah non. Ah je suis désolée, il y a les travaux qui reprennent. Je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher, vous allez faire en sorte. Donc oui, donc je pense que c'est un petit peu autobiographique, mais je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai avancé. Francis Scott Fitzgerald, c'est l'auteur je pense à L'incroyable histoire de Benjamin Button et puis Gatsby le Magnifique, qui sont deux textes que j'ai beaucoup aimés. Et donc on en reparlera bientôt. Et puis celui que j'ai commencé, vous n'y croyez pas? Mais oui, j'ai commencé Le Chant des Géants de David Brie, enfin. Et j'adore, voilà, j'en suis là. Il y a le signé en tissu. Et c'est trop bien, voilà. Donc bon, là, demain c'est un 7 jours 7 livres. Donc ça va être un peu compliqué de l'avancer, mais on va voir. Quand j'aurai lu mon livre du jour, je pourrai peut-être continuer. Et puis, on va terminer avec La Pioche. Donc ce mois-ci, c'était livre. Je vais couper et je vais vous mettre des images de ma pioche. Et après, je vous montre juste, on en parlera. Peut-être dans 7 jours 7 livres avec quelques recommandations. Bon ben en mars les gars, c'est parti pour quelques lectures d'horreur. Là bien entendu j'aurai des recommandations à vous faire, mais moi je vais essayer de sélectionner 2 romans et 2 graphiques et on en parle prochainement bien entendu. C'est un thème qui est large, donc n'hésitons pas à aller voir ce qui nous fait plus ou moins peur, hein, puisque je sais que tout le monde n'aime pas ça. Bon alors je vous laisse là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère sans les bruits de travaux. Bye bye.